Bienvenue à Entretien sur Balafon Télévision, l'émission qui met en lumière des personnalités innovantes et inspirantes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Paulette Fauting, connue sous le nom de la reine de la vidéo. Spécialiste en intelligence artificielle et créatrice de contenu, elle révolutionne la manière dont nous utilisons la technologie pour raconter des histoires. Paulette, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors Paulette, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a inspiré à devenir la reine de la vidéo? Alors, c'est vrai que j'ai une histoire un peu atypique. Il faut savoir que toute jeune, j'étais une personne extrêmement timide. C'était à un point où je me cachais pratiquement en fait. Et ça, que ce soit les gens de ma famille ou les personnes qui me côtoyaient, disaient c'est un enfant qui est calme. Oui. Mais c'était de la timidité. Et plus tard, adulte, j'ai fait la rencontre de la vidéo et waouh, je me suis rendu compte que ça pouvait être un élément que je pouvais utiliser pour me libérer de cette timidité, de cette peur. Oui. Et ça a vraiment concouru à cela. Et plus tard, j'ai fait la rencontre de l'intelligence artificielle il y a à peu près 1 an et demi. Et la première fois que j'ai mis le doigt sur cette technologie, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grand, qu'on avait un outil qui rendait les choses qui étaient compliquées avant simples et qui rendait la création de contenu accessible à tout le monde aujourd'hui. Vous nous avez parlé au préalable d'une Paulette timide et réservée. Comment en est-on arrivé à cette version de vous qui ose et qui s'assume? C'est une très bonne question. Parfois, je suis même étonnée de ça. Je suis au Cameroun dans le cadre d'une conférence, le congrès du business en ligne. Pendant ma présentation, j'ai demandé s'il y avait un membre de ma famille dans la salle et je lui ai posé la question de savoir quel genre d'enfant j'étais. Et il a dit, tu étais un enfant effacé. En fait, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille polygamique et on habitait tous au même endroit, dans la même maison. On était très nombreux. Et donc, du coup, vous imaginez bien que c'est très facile dans un tel contexte, en fait, de se sentir isolé. Alors, dans l'enfance, j'étais un enfant qui était très calme, je ne parlais pas du tout. Oui. Et les gens se disaient que c'était normal, c'était un enfant qui est simplement réservé. Mais ce qui fait que ça se manifestait par quoi? Je n'osais rien demander. C'est-à-dire, pendant que mes frères, mes sœurs venaient poser des questions, demander des choses, je ne demandais rien. Et on se disait, oui, c'est parce que c'est l'enfant qui est réservé. Du coup, même pour aller à l'école, je n'avais pas d'argent de poche, je n'avais rien. Et le midi, je savais que je n'allais pas manger comme tous les autres. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais extrêmement timide. Alors, ça se manifestait comment? Alors, des fois, quand on avait des personnes qui nous rendaient visite à la maison, vous savez, la personne, elle arrive et si elle nous trouve tous au salon, par exemple, et qu'elle salue tout le monde, ça va, je suis sauvée. Mais si par hasard, elle arrive et que je suis ailleurs, dans la chambre ou autre, c'est impossible pour moi de venir saluer la... Ah non, jamais, j'aurais préféré rester dans la chambre, même pendant 2 jours, et qu'on ne me voit pas. Et c'est pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais extrêmement peur. Et même à l'école, comment ça se manifestait? Jamais je pouvais lever la main pour répondre à une question. Mais moi, jamais. Je priais toujours qu'il ne faut pas du tout m'interroger. Et parfois, il y a des travaux de groupe qu'il faut faire. Et il faut aller restituer devant. Je vous assure, si jamais ça m'arrivait, j'avais des sueurs froides. Je me mettais toujours derrière. Je me cachais derrière les autres parce qu'il fallait qu'ils soient devant. Tout ça parce que j'avais le cœur qui bat. Et je n'étais pas en capacité d'aller prendre cette parole-là. Au lycée, c'était pareil. Et plus tard, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'étais un enfant qui était assez forte, corpulente, et je ne me trouvais pas bien. Je trouvais que j'étais moche et que toutes les autres jeunes filles de l'époque, c'est elles qui étaient un modèle, surtout celles qui étaient minces. Et d'ailleurs, c'était à un point où, je me rappelle une fois, il y avait une pharmacie dans le quartier. J'étais allée dans la pharmacie et j'ai vu qu'il existait des pilules pour perdre du poids. Je vous assure que je nourrissais l'espoir un jour d'avoir 10 000 francs pour aller acheter les fameuses pilules et maigrir pour enfin devenir bien. Et ça, c'est ouf. Et plus tard, même quand je suis arrivée en France, dans le cadre de mes études, à l'université, c'était la même chose.
Et le point culminant, c'est quand j'ai commencé à travailler. Il faut savoir que je suis ingénieure à la base en risque industriel et que ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec une première partie de ma carrière. J'ai travaillé dans de grands groupes français comme Eiffage, qui est le 3e groupe de BTP français quand même. J'ai travaillé chez EDF et autres, mais j'y ai passé à peu près 8 ans. Et j'avais un poste à responsabilité. J'étais responsable QHSE. Qui dit responsable dit tu dois organiser des réunions. Ah, je ne vous dis pas l'enfer que c'était. Et même déjà, même en marge de ce travail-là, quand tu te retrouves souvent dans des environnements, il faut se présenter. Et on dit on fait un tour de table. Oh, je commence à être mal à l'aise. Je n'écoutais pas les gens, j'étais concentrée. Pourquoi? Parce que j'attendais et je me répétais tout le temps dans ma tête qu'est-ce que je vais dire. Et quand ça arrivait à moi, j'avais le cœur qui bat et je parlais de manière expéditive. Allez, rapidement parce qu'il faut que ça passe. Et c'est quand ça passait de moi que je faisais ouf, enfin, je suis sauvée. Et au travail, c'était pareil. Mais j'étais très frustrée. Pourquoi? Parce que souvent, dans des réunions, on pose des questions. Les gens doivent donner des idées. Tu dois participer au débat. Et ce n'est pas que je n'étais pas compétente, c'est juste j'avais peur. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à prendre la parole. Donc j'avais vraiment ce problème de prise de parole en public. Et je me sentais mal à l'aise au point où je me souviens, ma RH de l'époque l'avait remarqué et elle m'a envoyé dans une formation de prise de parole en public. Et j'ai été, c'est vrai que ça m'avait aidé un tout petit peu, mais ça n'avait pas été suffisant pour résoudre ce problème. Et plus tard, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Vuri TV avec un ami, Patrick Keigné. Et c'est une entreprise avec laquelle nous faisons de la production de films et de séries pour la télévision. D'ailleurs, il y a moins de 2 ans, nous avons fait la toute première création originale en coproduction avec Canal+ au Cameroun, une série Ewusu que vous avez certainement vue parce qu'elle est en rediffusion actuellement sur Canal. Et donc, ce qui m'a amené même finalement à faire ce basculement-là, c'est qu'il y avait ce côté un peu, ce malaise, on va dire. Et je me suis dit, le fait de me retrouver dans un truc où je fais ce que j'aime, la vidéo, et où je n'aurais pas forcément besoin de, comment on dit, de parler, de rencontrer du monde, devait être quelque chose de bien pour moi. Mais sauf que plus tard, non. La planque, je croyais que c'était une belle planque, mais pas forcément parce que vous devez discuter avec des gens, rencontrer des partenaires. Bien sûr. Je ne le faisais pas, je m'arrangeais toujours à ce que ce soit mon cofondateur qui le fasse. Mais croyez-moi, un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que j'ai ressenti un matin que j'étais en train de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je portais un manteau qui n'était pas le mien. Je savais au fond de moi que je suis quelqu'un de compétent. Si c'est la connaissance, je l'ai. Mais je n'arrive pas à la faire exploser parce que je ne suis pas moi. Je n'arrive pas en fait à valoriser mon plein potentiel. J'avais déjà commencé à faire des formations en vidéo. Et ce qui est paradoxal, c'est que je formais des personnes à prendre la parole en vidéo. Mais croyez-moi, personne n'avait jamais su que je souffrais de ce problème. Et je suis arrivée à un moment charnière, culminant de mon business, où je le sais parfaitement. Aujourd'hui, si tu veux exister et faire une explosion en termes de chiffre d'affaires, il faut que tu prennes la parole, il faut être visible. Et c'est ça qui a été le plan de basculement. Comme je disais, j'en ai eu marre. Et je me souviens toujours de ce jour où j'étais dans mon studio, j'ai allumé les caméras et tout. Tout était parfait techniquement, vu que c'est mon métier. J'étais devant la caméra, il fallait que je parle. J'ai transpiré. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait 1000 personnes dans la salle qui me regardaient alors que j'étais toute seule. Et franchement, ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris ce que les gens expriment souvent, la difficulté des personnes que j'accompagne. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivaient pas en fait? Et je me suis dit, non, c'est pas vrai, ça peut pas m'arriver à moi, mais pas à la reine de la vidéo. Enfin, j'avais pas ce nom encore à l'époque. J'ai transpiré, mais je l'ai fait. Et ce jour, je me suis libérée. La vidéo m'a libérée. La vidéo a libéré ma vie, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que je renais. Je suis une personne nouvelle. Alors, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la création de contenu aujourd'hui? Alors, c'est complètement révolutionnaire. Avant, pour créer du contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit du texte, surtout la vidéo, il fallait absolument avoir des compétences techniques. Que ce soit la partie prise de vue, que ce soit le storytelling, parce que la vidéo, c'est fait pour véhiculer quelque chose, des histoires, des émotions, et que ce soit la manière d'utiliser même ces téléphones-là que nous avons dans notre poche. Aujourd'hui, l'IA a rendu tout cela accessible, alors que ce soit dans la facilité
et la rapidité avec laquelle nous racontons des histoires. C'est devenu très simple. Et même sur un aspect technique aussi, nous avons des outils simples aujourd'hui qui utilisent l'IA, qui nous permettent de monter des vidéos rapidement. Donc, ça rend la création de contenu non seulement beaucoup plus accessible, mais très, très, très rapide. Alors, quels sont donc les outils ou les plateformes que vous recommanderez aux créateurs qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle dans leur projet? Alors, c'est ce que je dis souvent aux personnes que je forme ou j'accompagne. Il faut faire simple dès le départ. Il existe déjà beaucoup trop d'outils d'IA et il ne faut pas faire la course à quel est le meilleur outil. Je recommande de commencer par ChatGPT, par exemple, qui est ce que nous avons connu en premier et qui permet de faire énormément de choses aujourd'hui. Que ce soit éditer des textes, que ce soit faire des photos, peut-être pas la vidéo directement, mais avec Sora, c'est très très simple. Il existe aussi des outils complémentaires comme CapCut qui permet de monter facilement des vidéos. Et d'ailleurs, ils intègrent de plus en plus des outils d'intelligence artificielle directement à l'intérieur. Nous avons aussi des outils comme Eleven Labs qui permettent de faire de la voix off et qui permettent vraiment de créer du contenu sans la présence humaine. Alors, à votre avis, l'intelligence artificielle peut-elle vraiment remplacer la créativité humaine ou en est-elle simplement un complément? Alors, ma réponse va être très claire. L'IA ne pourra jamais remplacer notre créativité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui pilotons les intelligences artificielles. Alors, le fait de former les personnes au fil du temps, je me rends compte que la difficulté que les gens rencontrent le plus, c'est de comprendre comment parler à une IA. Ce qu'on appelle souvent les prompts, le prompt engineering. C'est nous qui dirigeons l'intelligence artificielle. Alors, pour les personnes qui utilisent déjà l'IA aujourd'hui, quand vous posez une question, souvent vous vous rendez compte, vous attendez une réponse. En fait, vous visualisez déjà ce que vous voulez comme réponse. Et parfois, la réponse, en première intention que l'IA va nous donner ne correspond pas à ce qu'on voulait. À nos attentes. Alors, pourquoi cela arrive? C'est parce qu'elle a été mal dirigée. Il existe une manière de poser des questions, d'interroger les intelligences artificielles afin de pouvoir avoir une réponse qui va être optimisée. À partir du moment où on comprend ça, on comprend que l'interaction humaine, elle est forte. Et donc voilà, l'IA ne ressent pas ce que nous ressentons, ces émotions-là, ce qu'elle n'a pas notre vécu, par exemple. Donc du coup, elle ne pourra jamais nous remplacer. Mais par contre, ça accélère profondément ce que nous faisons et notre manière de travailler. D'accord. Alors, l'IA est-elle une menace ou une opportunité pour les professionnels de la vidéo et du marketing? Alors, je ne dirais pas du tout que l'IA est une menace. Au contraire, je dis que c'est un tsunami, c'est une révolution. C'est la plus grosse à laquelle nous assistons aujourd'hui. Ça nous permet en fait d'aller vite dans ce que nous faisons. Par contre, l'IA sera une menace pour les personnes qui traînent le pas et qui hésitent à s'y mettre, en fait, parce que ça décuple la productivité. Et c'est même pas seulement au niveau de la création de contenu, même au niveau des entreprises, en fait. L'intelligence artificielle aujourd'hui, dans les boîtes où on les implémente, ça permet de gagner du temps. Et qui dit gagner du temps, c'est forcément gagner de l'argent. Vous voyez? Alors, je vous donne un exemple simple aujourd'hui. Alors, ce matin, avant d'arriver à cette émission, j'étais dans une entreprise où je vais implémenter l'IA. Ils étaient en pleine séance de réunion. Et après, tout de suite, quand j'arrivais à la fin, on avait désigné quelqu'un pour aller taper le compte rendu de la réunion. Mais c'est des choses qu'on n'a plus besoin de faire aujourd'hui. Parce qu'une intelligence artificielle aujourd'hui, il suffit d'enregistrer ce qui se passe, science tenante, et à la fin, juste avec un bouton, nous avons un compte rendu de la réunion avec ce qui s'est dit, les personnes qui ont intervenu et même toutes les décisions qui ont été prises. Et je me rends compte même finalement que ça fait cela mieux que ce que nous on faisait manuellement avant. Et c'est la même chose qui se passe aussi au niveau de la création de contenu. Ça permet d'aller très vite. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vous parle surtout en tant qu'utilisatrice. Avant, j'ai pas mal de chaînes que j'ai lancées sur YouTube sans montrer son visage. C'est des concepts comme ça qui permettent de monétiser et d'aller chercher de l'argent de la monétisation des plateformes. Alors, avant, j'en avais une seule. Pourquoi? Parce que créer du contenu, ça prenait du temps. C'était chronophage, il fallait trouver les idées et la manière de trouver les idées était différente de ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait aller regarder dans les forums, regarder partout sur Internet. Mais aujourd'hui, juste avec une requête,
à ChatGPT, par exemple, j'ai une panoplie d'idées et des idées plutôt intéressantes. On a des IA aujourd'hui qui nous permettent de créer du contenu totalement automatisé. Si je prends une intelligence artificielle comme InVideo, par exemple, que j'utilise beaucoup, aujourd'hui, j'ai démultiplié ma capacité. En 2 heures, je suis capable de créer 2, 3, 4 vidéos, ce qui me prenait pour une seule vidéo une demi-journée avant. Oui. Vous voyez en quoi ça peut être une menace pour un créateur de contenu. Tout à fait. Et pas du tout. Alors, travaillez-vous actuellement avec des entreprises ou des organismes qui exploitent l'IA dans des projets innovants? Si oui, lesquels? Alors, je travaille avec pas mal d'entrepreneurs et des entreprises. Par exemple, j'ai initié là un processus de formation des équipes de Balafon TV à implémenter l'intelligence artificielle dans leurs travaux. Ça va aider à préparer beaucoup plus vite les émissions. Ça va aider à aller plus rapidement dans des formats d'analyse, par exemple, parce que la recherche, elle est facilitée et on va permettre aux collaborateurs de voir. On identifie en fait quelles sont les tâches répétitives qu'on fait et quelles sont les tâches, tout ce qui tourne autour de la boutique. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de raison de perdre autant de temps qu'avant avec les outils d'IA. J'ai aussi, par exemple, un cabinet d'expertise comptable à Douala avec lequel je suis en train de faire la même chose. Il y a une autre entreprise, ils font dans le domaine des routes, de construction de routes aussi, avec qui c'est la même chose, Ecoservice BTP. On va intégrer l'intelligence artificielle dans leur process. En fait, c'est vraiment la tendance du moment il y a pas mal d'entreprises qui s'intéressent à ça. D'accord. Alors, Paulette, vous proposez des formations en ligne. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans ce domaine? Alors, pour quelqu'un qui débute au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, je veux d'abord féliciter cette personne parce que au quotidien, quand je marche dans la rue, je parle de ça aux gens et il y a très peu de personnes qui savent vraiment ce que c'est. Ou d'autres personnes peut-être qui savent, qui ont entendu parler, ils ont une idée qui est complètement erronée. On voit ça comme quelque chose de très dur, quelque chose de très technique. Je veux rassurer beaucoup de personnes aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être technicien, informaticien, de maîtriser toutes ces sciences-là aujourd'hui pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Mais non, il faut commencer simple. Mais comme dans tout, il faut commencer. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer par la pratique. Donc, je conseille vraiment de sélectionner des outils avec lesquels on va travailler. Et là, cette sélection se fait en fonction de ce qu'on veut faire. Quel type de contenu aujourd'hui tu veux créer? C'est pour quelle audience? Et tu vas le faire. Et je profite aussi de cette question pour attirer l'attention des gens sur un problème que je vois très souvent avec les personnes qui viennent à moi ou les personnes que je rencontre dans mes formations. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est bien, qui est révolutionnaire, mais ça aide surtout les personnes sachantes. Alors, je m'explique. Ça, il faut le préciser. Bien. Quand on vient créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pour 2 raisons. Alors, soit c'est parce qu'on se lance dans l'influence, soit c'est l'entrepreneuriat. Et c'est les 2 choses en général. Alors, on a des entrepreneurs, influenceurs, mais c'est l'un ou l'autre. Alors, si je prends celui qui vient dans le cadre d'un business, alors tu crées du contenu, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus de visibilité parce que tu vas attirer des gens sur toi et sur ton business. C'est aussi pour vendre. Alors, si jamais tu ne sais pas comment on crée du contenu qui va te rendre beaucoup plus visible, alors l'intelligence artificielle ne fera pas des miracles. Si tu ne sais pas vendre, l'IA ne fera pas des miracles. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est nous qui dirigeons l'intelligence artificielle pour qu'il nous donne une réponse qui correspond à nos attentes. Ça veut dire que tu ne connais pas tes attentes en fait au jour d'aujourd'hui. Et alors comment tu vas faire? Ce qui fait que dans mes formations, je prends le temps d'évaluer quel est le besoin de la personne, celui qui vient à moi parce qu'il veut devenir créateur de contenu. Et le premier conseil que je vais te donner, c'est de mettre la clarté dans ce qu'on veut faire. Un bon business aujourd'hui, c'est quoi? C'est une problématique, donc une cible. C'est comprendre cette cible-là, quels sont ses problèmes, ses besoins, ses désirs. Ensuite, c'est de mettre en place une stratégie marketing, une stratégie de contenu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous arrivons au niveau de la création de contenu. Et là où les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à aller vite. Et ce n'est que comme ça
qu'on pourra avoir du contenu qui va être efficace et qui va marcher. Oui. Il y a des gens qui me disent d'abord, Paulette, aide-moi à créer du contenu avec l'IA. Je le fais plus après. Mais ça marche pas, j'ai pas de vue. Mais pourquoi? Parce que il y a un travail en amont qui va faire. Et c'est ça qui fait la force de mes formations et de mes accompagnements, parce que on travaille la clarté sur tout le business, et après l'IA nous permet d'amplifier cela. Donc mon conseil, c'est travailler la clarté. Ok, mais au clair, pourquoi tu viens sur Internet, pourquoi tu veux créer du contenu, c'est pour qui? Ok, tu comprends c'est quoi un bon contenu. Et après ça, sélectionne les outils d'IA qui vont te permettre de le faire, et tu pourras créer du contenu intéressant. Super. Alors, pensez-vous que la vidéo soutenue par l'IA pourrait devenir un pilier central dans l'éducation et dans la sensibilisation? Ah, ça c'est clair. Moi, je le vois parce que je le pratique moi-même aujourd'hui. Ça a le don de pouvoir... La vidéo permet de rendre en fait des concepts compliqués, de les simplifier en peu de temps. Oui. Alors, je vulgarise beaucoup l'intelligence artificielle sur mes plateformes, par exemple sur ma page Facebook, sur TikTok. D'ailleurs, je vous invite de faire un tour si vous voulez apprendre beaucoup plus sur l'IA. Et j'arrive, grâce au contenu que je génère avec l'intelligence artificielle, à simplifier des concepts compliqués. Okay? Donc, c'est vraiment un outil de transmission qui est, je dirais, très, très, très impressionnant. Et aujourd'hui, on a la possibilité de créer, par exemple, des avatars. Ça veut dire que demain, cette même émission, ou peut-être une autre, pourra être présentée par quelqu'un qui est vous, mais qui n'est pas vous. On peut vous cloner, par exemple. Et ça arrive, et ça va arriver très vite, qui pourra diriger artificiellement des interviews. Et ça, c'est ouf. Imaginez le gain de temps. C'est énorme. Tout à fait. Alors, en tant que femme dans le domaine de l'IA, avez-vous rencontré des défis particuliers, et que conseilleriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent suivre vos pas? Ah, vous savez, des fois, c'est pas facile d'être une femme, parce que très souvent, on a l'impression qu'il faut prouver beaucoup plus que les hommes. Ok, limite, c'est comme si il fallait démontrer quelque chose aux gens. Okay? Une femme qui vient vulgariser des domaines qui semblent compliqués, high, techniques, c'est qui celle-là, elle sort d'où? Oui, ça c'est des choses que je rencontre au quotidien. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui que j'ai décidé de ne plus m'excuser d'être compétente. Okay? Voilà, donc je transmets. Et pour les jeunes filles, je profite pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. On se sent un peu seul, et pourtant nos sœurs sont en manque de repères. Il y a pourtant énormément de femmes brillantes, il y a pourtant énormément de femmes qui font de grandes choses, mais elles se taisent. Et je ne sais pas pourquoi. Mais n'ayez plus peur, il ne se passe rien sur Internet. Quand tu décides de créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est toi qui choisis le positionnement que tu vas avoir. Si tu veux passer pour une dame qui est sérieuse, dans ta création de contenu, tu pourras le faire. Et si tu veux passer pour quelqu'un d'autre, tu pourras également le faire. Il faut que mes sœurs, les dames, vous compreniez que nos sœurs sont en manque de repères. Elles sont en manque de modèles. Et vous savez aussi que l'univers a horreur du vide. Ce qui occupe l'espace, c'est ce qu'on voit. Je demande vraiment à la majorité des personnes, ces dames-là qui font des choses extraordinaires au quotidien, mais prenez la parole sur les réseaux sociaux, prenez la parole. Et c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Même moi qui étais timide, je l'ai fait, vous pouvez le faire, faites-le. Alors Paulette, pouvez-vous nous parler d'un projet récent ou à venir qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, j'ai un projet principal. Là, je suis en train de travailler sur la création, la mise en place d'une plateforme, d'une école digitale qui va former des personnes à l'intelligence artificielle, qui va faciliter la compréhension, mais surtout comprendre comment implémenter cela dans notre quotidien, dans nos business. Et mon ambition est de former au moins 10 000 personnes sur le continent africain, dans les diasporas africaines, afin vraiment que on ne soit pas en marge de cette évolution. Nous aussi, ça a été pratiquement le cas avec la révolution de l'Internet. C'est arrivé assez tard et voilà, vous savez, quand il y a des révolutions, il y a des fortunes qui se construisent. Et c'est souvent les personnes qui osent y aller. Et moi, je veux contribuer à cela. Je veux vraiment permettre qu'un maximum de personnes sachent « Allô, il y a quelque chose qui se passe et qu'il y ait plein de personnes qui puissent rejoindre ce mouvement-là. » Alors, quelles sont les tendances émergentes en matière d'IA et de création de vidéos que vous trouvez les plus excitantes? Alors, je suis bluffée par la création des avatars. J'adore ça. On va dire un moi qui n'est pas moi, qui fait comme moi. Ça, c'est assez fou.
Et j'ai aussi beaucoup été impressionnée par le fait aujourd'hui de pouvoir créer une vidéo, un contenu totalement automatisé par une intelligence artificielle. Avant, on nous disait oui, un jour, ce genre de choses vont arriver, mais c'est différent en fait le fait de le vivre. Oui. Et c'est assez impressionnant pour ce que ça apporte dans la vie des entreprises aujourd'hui, des entrepreneurs, tous ceux qui ont un business, parce que tu n'es plus obligé d'être toi là, d'être forcément présent, et ça démultiplie aussi notre productivité. Ça veut dire qu'il suffit que tu aies mis en place une stratégie, il suffit que tu aies rédigé ces textes-là, et les intelligences artificielles aujourd'hui, avec une voix off, avec un avatar, par exemple, peuvent créer plein de contenus alors qu'on n'était pas